Passe en lire Zola sur le balcon. Attends, tu veux que j'essaie de lire? Je suis comme, ah bonjour. Oh, hello there. I was just reading Zola to prepare for our upcoming guest today. We're lucky enough to have the presence of Emily, who is also on the committee with me and also one of the most hardworking people I know. So let's go talk to her and find out more about this awesome book. Alors Emily, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va faire la recette de croustade aux pommes de ma mère. Fun fact, j'ai déjà travaillé dans un verger avant. Fait que pour moi, les pommes, c'est comme quelque chose de connu puis d'agréable. Fait que c'est là que vient ma recette. Ok, alors comment je peux aider? Comment est-ce qu'on ben si tu veux laver les pommes, moi je pourrais partir le four. Ouais, ça marche. Ça va être sécurisé ça. On va couper les pommes, les peler, puis enlever les cœurs. Ok. Puis on va tout mettre ça au compost. Oui, le compost. Parce qu'à la mec, on a du compost maintenant. Tu nous parler un peu de la système de compost? Ben en fait, le système était déjà là, on avait déjà les bacs et tout, c'est juste qu'on avait réalisé que personne ne l'avait refait depuis la pandémie. Donc cette année, on a reparti un système de compost fait avec des bénévoles qui vident chaque jour les bacs, puis comme ça, on peut tout composter dans notre gros bac à l'extérieur, puis la cité, éventuellement, on croise les doigts, va pouvoir le ramasser puis le remettre dans le parc en face. Donc ouais, c'est super. Moi, je suis un des bénévoles qui travaille une fois ou deux fois par semaine pour vider les bacs. Puis je trouve que c'est un projet super intéressant. Puis moi, je suis vraiment content que tu l'as amené ici à la MEC parce que c'est vrai qu'on en avait vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Puis tu peux en mettre un peu plus. Ah ouais, ça pleut. Alors, Émilie, peux-tu nous parler un peu de ta thèse? C'est quoi ta thèse, dans le fond? Ben déjà, il faut savoir que moi, je fais un doctorat en littérature. Ben, en fait, je fais un doctorat en études littéraires. La distinction est importante là, parce que études littéraires, ça veut dire que comme à la base, notre formation, c'est pas juste étudier des romans, mettons, mais ça peut être aussi des films, des séries télé, c'est comme en général. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, j'étudie des romans, mais je fais ça au Québec. Puis, je suis en co-tutelle ici à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Donc, mon doctorat ici, c'est littérature et civilisation française, je pense. En tout cas, c'est aussi un programme de littérature. Puis ma thèse, en fait, je travaille sur les romans d'un auteur du 19e siècle qui s'appelle Émile Zola, qui est quand même connu. Genre, d'habitude, les gens, ils l'ont lu au cégep au Québec, puis ici, pas mal tout le monde l'a lu quand il était plus jeune. Mais ouais, puis je travaille sur la représentation du propre dans son œuvre, puis sur comment, en fait, le propre puis les questions hygiéniques ont influencé sa façon d'écrire, donc sa poétique. Ok. Donc une thèse sur le propre? Ouais. Comme les sanitaires par exemple, ou la nourriture? Ben, mettons, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur les cabinets de toilette dans l'œuvre de Zola. Ok. Donc les cabinets de toilette, c'est genre, c'est pas comme la pièce avec le bol de toilette, là. Ouais. C'est une pièce où il y a le bain, où il y a le petit meuble pour se coiffer, c'est là que les gens avaient leur cosmétique. Le 19e siècle, c'est aussi le siècle où on voit les gens commencer à prendre des bains avec du savon pour se laver. Parce qu'avant, dans les siècles qui précèdent, il y a comme une peur de l'eau. Les gens se baignaient comme. Dans les lacs, il y avait des bains, mais c'était comme plus thérapeutique. Il y en avait qui en avaient peur, ils pensaient qu'ouvrir les pores, ça laissait rentrer comme le mauvais, la maladie, donc les gens ne se baignaient pas. Ils se trempaient puis ils sortaient, mais ils se frottaient pas. Ok, ouais. Donc, cool. Fait que j'ai fait un mémoire là-dessus. Puis c'est mon mémoire de maîtrise qui m'a donné un peu l'idée pour ma thèse parce qu'en faisant un mémoire sur les cabinets de toilette puis la question comme des savons puis de la cosmétique, j'ai réalisé que ça allait vraiment plus loin que juste le savon de la cosmétique, comment Zola utilise la propreté pour dire quelque chose d'autre. Parce que c'est un peu ça l'enjeu de ma thèse, c'est de montrer que avec les scènes de propreté, avec les personnages qui font le ménage, qui font la lessive. Ouais, t'es capable de dire autre chose, comme par exemple, un truc du cabinet de toilette, c'était qu'il fait une scène politique de traîtrise où un personnage passe d'un camp politique à un autre parce qu'il se met à se laver, puis à se mettre de la petite poudre qui sent bon. Puis en fait, pour lui, Zola, la cosmétique, c'était un peu comme la traîtrise du Second Empire, là, qui est comme le régime politique sur lequel il écrit dans son plus long cycle romanesque, celui qui est le plus populaire. Tu m'avais dit, tu lis beaucoup de livres pendant la journée, tu lis beaucoup des travaux. Alors, combien de pages par jour est-ce que tu essaies de lire? C'est drôle que tu me demandes ça parce qu'en fait, depuis que je suis à la MEC, je me suis déjà fait dire « Ah, Emily, toi, tu travailles pas, en fait, tu fais juste lire. »
Parce que j'avais l'objectif cet automne qui était de lire comme entre 200 et 300 pages par jour. Parce que j'avais beaucoup de romans à lire pour comme, me faire une idée sur mon sujet, si c'était original. Est-ce que moi j'étudie chez Zola, il y avait ça chez d'autres auteurs. Fait que cet automne, j'ai lu beaucoup comme tous les romans du 19e siècle sur lesquels je tombais comme dans les librairies et tout. J'ai lu Les Misérables en 4 jours. C'est quand même un accomplissement dont je suis fière. Ouais, mais ouais, c'est ça, j'ai lu Les Goncourt, j'ai lu un peu Balzac, j'ai lu Huysmans. Donc oui, je lis beaucoup. Puis là, en ce moment, je suis en train de relire Zola parce que je suis en train de préparer mon examen doctoral. Ouais. Donc ça, c'est comme une étape importante de mon parcours au Québec. Là, en France, ça n'existe pas, l'examen doctoral, ils n'ont pas ça. Mais c'est comme... c'est quoi, ouais, j'ai lu. C'est un plan comme de ta thèse. T'écris comme une 50aine de pages sur ta thèse. Tu fais un plan, tu dis... Voici ma problématique, je travaille sur tel sujet, les romans que je vais étudier, ça va être ces romans-là, la méthode critique que je vais employer pour les analyser, c'est celle-là, celle ou celle-là, dépendamment si t'en as une ou plusieurs. Puis, ouais, fait que je suis en train de préparer ça, donc plus je suis en train de relire Zola pour être sûre que comme, je dis exactement ce qu'il faut que j'utilise là, ouais. Puis il y a combien, alors pour relire Zola, c'est combien de livres, puis... c'est sûr que je ne le relis pas au complet parce qu'en fait je travaille sur 30 romans dans ma thèse, ben une trentaine. Puis les romans font entre 200 puis 900 pages. Okay. Donc je les relis pas tous. Là je suis en train de relire comme le dernier cycle qu'il a écrit, donc 3 romans qu'il a écrit juste avant de mourir. Il était censé en avoir 4, le 4e n'a pas été publié parce qu'il est mort avant. Ouais. Mais je travaille sur cela parce qu'en fait, dans ces derniers romans-là, c'est là vraiment que comment dire, mon sujet travaille un peu avec l'histoire, donc ce qui arrive, c'est que Zola écrit d'abord, les romans qui l'ont fait connaître, c'est ceux qui parlent du Second Empire, puis le Second Empire, pour lui, c'était comme un siècle de jouissance effrénée, de dégénérescence morale, sociale, ça a pourri la société. Okay. Puis il fallait comme la ramener à quelque chose de plus beau, de plus sain, donc sain intelligent. Puis les 3 derniers romans qu'il a écrits, c'est littéralement des traités d'hygiène de il faut être sain, donc pour être sain, il faudrait avoir. C'est comme il y a un des romans qui est sur la natalité. Donc, imagine une famille qui a des centaines d'enfants sur une période rapprochée pour dire ah, eux, ils font la bonne chose parce qu'en fait, après la guerre, à la fin du 19e siècle, donc en 1870-1871, il y a eu beaucoup de morts. Puis les gens, ils étaient comme apeurés de ça, donc ils voulaient vraiment qu'il y ait plus de natalité, qu'il y ait plus de bébés pour qu'il y ait plus de soldats dans la prochaine armée. Ouais, okay. Donc il y a tout cet imaginaire-là. Puis ensuite ils se disaient aussi, est-ce qu'on a perdu la guerre parce qu'on est rendu faible? Donc il faut comme être plus en forme, plus en santé pour gagner la prochaine guerre. Ok. Alright. What do you find is some big differences between Quebec and living in Paris? I know the food is one that drives me a little bit crazy because I always look for recipes and then I see something and then I go shopping in grocery stores and it's just not there and then I Google it and I'm like, oh, it's not very possible to find in France. So, and like you've been there when I completely ruined a recipe because my tomatoes were too sweet. Yeah, and like it's the little things like you think it's gonna be the same because the packaging is the same, but then you get like to tasting and it's really not the same. I would say that university is really different too. Like the scholar system in literature is not really the same. Like I'm done with my scolarité, which is like my classes, but I still have some classes here that I like to go to because it's an opportunity to have like classes dedicated to 19th century that I don't have in Montreal necessarily. Yeah. But it's like very different. Like what we used to do in my PhD in Quebec is more like asking questions, writing des analyses. But here it's only like conferences and like specialists that come and talk about the authors. But yeah, so that's very different too. Oh, and the metro that you have to open the door yourself. Like in Montreal, they open like the first time I got stuck in the train because I didn't know you had to push the button for them to open. Yeah. Well, it's funny. I'm gonna ask you this in English, but what do you find that's different about speaking French here? Honestly, teachers don't understand me at all. Like with the math in class, I have to repeat every time I speak because I'm a fast talker. Like I talk really fast in French, and I know I have a big accent. So most of the time I have to like get up, put my mask down, and then ask my question very slowly for them to understand. Other than that, like saying weekend instead of fin de semaine
Yeah. Or like with Sad, one of my friends from the MEC, we always say like, je vais dîner. Like we do that at lunch, dîner, Yes. and they do that like at supper time. Yeah. Okay. J'ai fait comme un cours. Là? Ouais, le muscade. Muscat. Ouais, c'est on en a besoin un peu. Quoi ça? Ah, j'ai pas. Justement, le livre que tu Oui, lis. ben en fait, moi c'est full un roman que je recommande d'ailleurs. Les gens ne le connaissent pas souvent, mais c'est le. Attends. C'est un de ses plus tardifs romans dans le cycle des Rougon-Macquart, qui est comme le cycle de 20 romans qu'il a écrit, qui est le plus connu. Mais en fait, c'est un roman un peu autobiographique sur son amitié avec le peintre Cézanne. C'est un peintre impressionniste quand même connu. Là. Il y a eu un film sur eux deux, non? Oui, c'est ça s'appelle Cézanne et moi, non? Le film? Ouais. Mais le film est excellent, j'ai adoré. Là. Puis en fait, ce roman-là, tu sais, oui, c'est autobiographique, mais il a inventé beaucoup de choses. Puis en fait, ils se sont chicanés avec Cézanne d'ailleurs, parce que la façon que le personnage qui représente Cézanne termine le roman, c'est pas quelque chose que Cézanne a trouvé intéressant. Donc ils se sont vraiment chicanés, mais c'est un excellent roman. Puis en fait, j'adore ce roman-là parce que ça explique bien comme le milieu de la peinture au 19e siècle, comme comment les artistes en venaient à comme présenter leurs tableaux au musée, parce qu'en fait les musées, il y avait des concours, il fallait que tu envoies ton tableau pour qu'il soit exposé dans les salons officiels. Puis souvent les gens étaient refusés, puis ensuite il y a eu comme des salons de refusés. Les gens se sont mis ensemble pour faire comme autre chose, puis dire bon là il faut que l'art progresse, on peut pas juste s'en tenir aux vieilles règles anciennes. Bah ouais. Mais Zola appartenait à cette génération-là, puis c'est un grand défenseur de l'impressionnisme, même dans sa critique littéraire. L'impressionniste, c'est vraiment quelque chose qu'il défendait, qu'il a défendu devant les autres aussi, qui l'insultait. Il y a eu des courants, au fil du 19e siècle. Il y avait le romantisme, qui c'était comme de la poésie lyrique, des œuvres un peu plus comme de rêve et tout ça. Puis ensuite, il y a eu le réalisme, qui c'était comme une représentation du réel. Puis, tu as eu le naturalisme de Zola, qui était comme représenter le réel à partir d'un point de vue objectif, mais aussi à partir d'une expérimentation scientifique. Donc, appliquer un peu comme les lois de la science dans une œuvre, puis faire réagir les personnages en fonction de lois scientifiques qui existaient. Donc, les traités scientifiques de l'époque influençaient ce que les auteurs écrivaient. Puis, en fait, dans ce roman-là, c'est là qu'il dit que les gens ont trop trempé comme dans la sauce romantique, puis qui se sont plongés dans un bain de réalité violente, donc un bain de réalisme, mais que ça suffit pas, que la tâche perdure, donc l'art est encore souillé, puis que ça prendrait une fameuse lessive. Là, c'est comment expliquer comment l'hygiène et la propreté s'intègrent dans ce discours esthétique-là. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un bain de réalité violente quand tu reviens à l'acte de lire un livre. Puis dans ma thèse, j'explique un peu c'est quoi les méthodes d'écriture qu'il a utilisées. Par exemple, les premières œuvres de Zola, il y a énormément de métaphores. Tout est très subtil. Puis à la fin de sa vie, c'est un discours, là, il copie les traités hygiénistes à la lettre quasiment, tout en faisant sa propre... Il s'approprie vraiment les discours hygiénistes, puis il dit, pour une société saine, par exemple, il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il agisse comme ça, il faudrait qu'il ait ces valeurs-là. Donc il prend tout ça, puis il fait son propre sa propre proposition, puis il dit, moi je veux changer la société avec mes livres, puis c'est comme ça qu'il faut faire. All right, so now we are going to begin the rapid fire question mode. I'm going to ask you 5 questions in French and 5 questions in English. Are you ready? Yeah. All right. Est-ce que t'as type préféré de tarte? J'aime pas tant que ça les tartes. Like, ouais, j'aime les gâteaux. Pomme rhubarbe framboise. What's your favorite horror movie? Horror movie, Halloween, the old one. Couleur de pomme préférée? Rouge. If you could live in any time period, when would it be? Right now, because of the medicine. Brocoli ou chou-fleur? Oh, I love both. But chou-fleur. Favorite park in Paris? 3. I would say Montsouris. Livre préféré? Oh, that's hard. Nana, de Zola. Okay. Favorite type of Oreo? Double step. Okay. Sport préféré dans les Olympiques?
L'équitation. Ok. Puis dans Olympique hiver. Le patinage artistique. Ok. Et Valentine's Day ou St. Patrick's Day? Valentine's Day. Ok, parfait. C'est ça l'éducation. Ah, c'est gentil. Attends, je vais déposer. Ouais. Faut que t'avances parce qu'il y a pas de l'affaire. Ouais, ça va. Il y a Alexandre, puis je sais pas son nom, un autre gars qui ont. Est-ce que tu veux de la ice cream? Yeah! Est-ce qu'il dit de la crème glacée? Tu veux-tu genre une boule? Non, ils disent de la glace. De la Ah oui, glace. la glace. Maxime, est-ce que tu veux de la glace? Avec plaisir. Go! Et, comme le corbillard suivait l'avenue du rond-point, Sandoz, ramené à Claude par son observation de peintre, se remit à causer.